Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux étudiants de la 5e année médecine, module de pédiatrie, dans laquelle je vais aborder le sujet des diarrhées chroniques de l'enfant. Pour les objectifs à accomplir vers la fin du cours, le premier objectif, c'est détecter la diarrhée chronique de l'enfant et la confirmer dès le début. Donc, il faut éliminer toute fausse diarrhée chronique dès le début. Il faut différencier les mécanismes physiopathologiques de la diarrhée chronique. Troisième objectif, c'est de structurer une démarche diagnostique devant la diarrhée chronique. On va voir les étapes. Et dernier objectif, c'est de distinguer les différentes étiologies de la diarrhée chronique. Alors, pour définir la diarrhée chronique, je vais la décomposer en deux mots. Il y a le mot diarrhée. La diarrhée se définit comme étant une anomalie des selles qui peut porter soit sur la consistance et l'aspect des selles, anormalement molles, liquidiennes, voire graisseuses ou glirosanglantes, ou bien sur leur volume qui dépasse 2% du poids du corps. Dans ce cas, on doit recueillir les selles sur 3 jours successifs et ça reste un peu difficile chez le nourrisson, ou bien leur nombre qui dépasse la normale. Le nombre des selles est dépendant de type d'allaitement maternel ou artificiel et de l'âge du nourrisson. Pour le nourrisson allaité au sein, le nombre de selles peut être égal au nombre de tétées. Pour les nourrissons allaités artificiellement, avant l'âge de 4 mois, le nombre de selles peut aller jusqu'à 4 selles par jour. Entre 4 et 12 mois, 1 à 3 selles par 24 heures. Et après l'âge de 12 mois, 1 à 2 selles par 24 heures. Deuxième composante est chronique, la chronicité. Une diarrhée est qualifiée chronique lorsque son évolution excède 3 à 4 semaines. Mais pas toujours en un seul tenant. On peut avoir une diarrhée chronique qui évolue par poussée ou bien récidivante. Pour ça, il faut toujours revenir sur l'évolution de cette diarrhée. Est-ce que c'est une diarrhée qui évolue par poussée ou bien c'est une diarrhée qui évolue sur un seul tenant? Ça, c'est très important. Pour l'intérêt de la question, il s'agit d'un motif fréquent de consultation et d'hospitalisation dans les services de pédiatrie. La diarrhée chronique pose un problème de diagnostic étiologique, donc ces étiologies sont multiples et donc elles nécessitent des investigations paracliniques bien sophistiquées. Elle pose aussi un intérêt de gravité. La diarrhée chronique est parfois grave par son retentissement surtout sur l'état nutritionnel avec un risque important de malnutrition protéino-énergétique parfois sévère, surtout chez les trop petits. La malnutrition s'installe très rapidement chez les nourrissons âgés de moins de 6 mois. Parfois aussi le retentissement sur l'état d'hydratation, notamment en cas d'exacerbation aiguë. Par exemple, la survenue d'une gastroentérite aiguë chez un nourrisson diarrhéique chronique, ça va entraîner parfois une déshydratation sévère. Et dernier intérêt, celui de la prévention qui est possible dans quelques situations. Par exemple, dans le cas de l'allergie aux protéines de lait de vache, on la prévient par la promotion de l'allaitement maternel. Pour les mécanismes physiopathologiques de la diarrhée chronique, ils sont multiples. Expliquons la diversité étiologique. 3 organes peuvent être concernés, dominés par l'intestin, qui assure le rôle majeur des fonctions de la digestion, suivi par le pancréas et le foie. On distingue selon le type d'atteinte, soit des lésions, l'atteinte est en rapport avec des lésions du système d'absorption intestinale, donc notamment des villosités, ce sont les diarrhées par malabsorption, qui s'expriment cliniquement par un syndrome de malabsorption clinique et biologiquement par des carences nutritionnelles multiples ou syndrome de malabsorption biologique. Ce type de diarrhée est grave, surtout chez le nourrisson, vu le risque des carences nutritionnelles multiples. La diarrhée chronique pourrait être en rapport avec un état de maldigestion. Dans ce cas-là, les capacités d'absorption intestinale sont conservées, donc l'intestin et les seins, mais la maldigestion, quelle qu'en soit l'origine, est en cause. Le mécanisme le plus fréquent dans cette situation-là est l'insuffisance pancréatique exocrine. L'intestin se trouve face à des nutriments incomplètement digérés vu le manque en ces enzymes pancréatiques. La troisième forme de diarrhée chronique chez le nourrisson et l'enfant est la diarrhée par fermentation qui est liée à une incapacité de digérer certains glucides en raison de l'absence de une ou plusieurs des enzymes intestinales qui dégradent les glucides. Et c'est des saccharides qui s'accumulent, non digérés, qui s'accumulent au niveau de la lumière intestinale
vont entraîner une charge osmotique qui déplace l'eau et des électrolytes vers la lumière intestinale, donc par un effet osmotique. Et en plus, à la fermentation bactérienne de ces glucides dans le côlon, qui va produire beaucoup de gaz, type d'hydrogène, dioxyde de carbone, méthane, etc. Ce qui va entraîner un tableau clinique un peu plus spécifique, les ballonnements abdominaux, météorisme, des selles acides, etc. Les diarrhées coliques ou bien les diarrhées des colites sont liées à des colites inflammatoires chroniques dont le mécanisme est en rapport avec la présence des lésions invasives inflammatoires plus ou moins étendues au niveau tube digestif qui altèrent par conséquent les fonctions entérocytaires. Et elles sont surtout caractérisées cliniquement par l'aspect des selles qui est particulier. Ce sont des selles beaucoup plus glaireuses avec du sang. Les diarrhées sécrétoires demeurent le mécanisme le plus fréquent des diarrhées aiguës, mais en matière de diarrhée chronique, c'est un mécanisme rare. Ça donne des diarrhées vraiment très liquidiennes et très abondantes qui entraînent rapidement un état de déshydratation. Ce type de diarrhée, on le trouve rarement dans quelques formes de diarrhée congénitale qu'on va voir. Pour arriver au diagnostic de la diarrhée chronique chez l'enfant, il faut suivre 3 étapes. La première étape, c'est de confirmer la réalité de la diarrhée chronique. Donc, il faut confirmer qu'il s'agit vraiment d'une diarrhée chronique par l'observation des selles et l'analyse de la durée d'évolution des symptômes. Donc, on élimine dès le début toute fausse alerte. Deuxième étape, c'est d'apprécier la gravité de la diarrhée chronique qui réside dans son retentissement sur l'état nutritionnel, sur la croissance, etc. Et parce que toute diarrhée chronique avec retentissement nutritionnel cache une pathologie organique qui nécessite souvent une prise en charge spécialisée. La dernière étape, c'est de chercher l'étiologie, c'est de trouver l'étiologie d'une diarrhée chronique par la pratique d'une enquête étiologique bien détaillée qu'on terminera par les explorations paracliniques bien ciblées. Le diagnostic positif de la diarrhée chronique est généralement facile chez le grand enfant parce que le grand enfant, il peut nous rapporter le nombre de selles émises par jour. Parfois, on trouve des difficultés chez le nourrisson et le nouveau-né. Dans ce cas-là, vu plusieurs raisons, d'une part, la variabilité du nombre de selles d'un jour à l'autre, d'autre part, surtout selon le type d'alimentation, les aliments introduits et tout. Et souvent, on se trouve dans l'obligation d'hospitaliser le nourrisson afin d'authentifier cette diarrhée chronique. Parfois, le nourrisson est amené pour une anomalie de ces selles rapportée par les parents concernant le nombre, le volume ou l'aspect ou l'odeur qui évolue sur une durée qui dépasse les 3 semaines. Et dans quelques situations, les parents amènent leur enfant pour d'autres motifs, vomissements, surtout les vomissements chroniques, douleur abdominale récurrente, ballonnement abdominal, amaigrissement très important, un état de déshydratation. On découvre suite à l'interrogatoire et à l'examen clinique la présence de cette diarrhée chronique. La découverte pourrait être rarement fortuite au cours d'une visite systématique ou bien au cours d'une séance de vaccination. L'interrogatoire aussi est très important pour identifier la diarrhée chronique parce que à travers l'entretien avec les parents, on précise le nombre et la fréquence des selles, la durée d'évolution et l'aspect évolutif de ce syndrome diarrhéique. Et on termine notre examen par l'observation de l'aspect des selles qui est très valeureuse. On doit la faire plusieurs fois, voire plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par semaine, qui a une double valeur, une valeur pour le diagnostic positif pour confirmer la diarrhée chronique, une deuxième valeur du diagnostic étiologique, une grande valeur d'orientation pour telle ou telle étiologie. On va voir tout ça dans le chapitre diagnostic étiologique. Pour le diagnostic différentiel, on doit éliminer dès le départ une fausse diarrhée chronique, notamment le cas de la débâcle diarrhéique qui fait suite à une constipation opiniâtre. Et dans ce cas-là, les données de l'interrogatoire et les caractéristiques de la diarrhée permettent de retenir ce diagnostic.
La deuxième étape de notre démarche diagnostique est l'évaluation de la gravité d'une diarrhée chronique par la recherche du retentissement sur l'état nutritionnel. À l'examen clinique, on apprécie le degré d'amaigrissement, on vérifie s'il y a une cassure de la courbe pondérale, s'il y a une diminution des panicules adipeux, une amyotrophie qui reflète une altération de l'état nutritionnel de l'enfant. On évalue aussi le retentissement sur le développement psychomoteur de l'enfant. Est-ce qu'il y a une régression ou bien une stagnation des acquisitions psychomotrices? L'enfant malnutri atteint de diarrhée chronique, généralement hypotonique, et qui présente en plus des troubles du comportement, surtout l'apathie. En cas de présence de ces troubles-là, pensez à une maladie cœliaque sous-jacente, donc surtout syndrome de malabsorption. On évalue aussi le retentissement sur la croissance staturale, sur la puberté de l'enfant, surtout pour un adolescent, notamment pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies cœliaques chez l'adolescent. Généralement, il y a un retard pubertaire. On passe maintenant à notre troisième étape de démarche diagnostique. Après avoir confirmé la réalité de la diarrhée chronique, après avoir évalué sa gravité, on passe à la recherche étiologique qui représente de loin le pilier de la prise en charge ultérieure, parce qu'il est impossible de prendre en charge correctement une diarrhée chronique sans diagnostic étiologique. On peut mettre l'enfant sous traitement symptomatique, on peut prendre en charge les complications nutritionnelles par un régime diététique, mais pour le traitement étiologique, il est primordial. Il représente le traitement principal. Donc, c'est l'étape de travail laborieux pour ressortir un diagnostic. Et pour aboutir, il faut respecter les trois étapes dans l'ordre, commençant par l'interrogatoire. On doit noter les informations importantes de l'interrogatoire qui vont nous aider dans les étapes ultérieures, commençant par l'âge. L'âge, il est essentiel car certaines pathologies ont un début néonatal, d'autres s'expriment chez le nourrisson et certaines se voient volontiers chez le grand enfant. Deuxièmement, l'histoire diététique, elle est très importante à détailler sur l'observation du malade, notamment le type d'allaitement, l'âge d'introduction du lait artificiel, l'âge d'introduction des farineux avec gluten, la diversification alimentaire, ses modalités et surtout l'intervalle entre l'apparition des symptômes et l'introduction des nouveaux aliments, surtout lait artificiel et la farine avec gluten. La date de début des symptômes par rapport à la naissance, est-ce qu'avec ou sans intervalle libre par rapport au nouveau-né surtout, c'est très important. Elle a une très grande valeur d'orientation. L'aspect des selles, évolutivité, est-ce que ce sont des selles liquidiennes, selles pâteuses, des selles graisseuses, et l'évolution du syndrome diarrhéique en continu ou bien évoluant par poussée, intervalle de transit normal, intervalle de diarrhée. Toutes ces données ont une valeur d'orientation. Les troubles associés rapportés par la mère, notamment les troubles de l'appétit, est-ce que ce nourrisson est anorexique ou bien il a un appétit conservé? Est-ce qu'il présente des vomissements, notamment les vomissements chroniques, en présence des diarrhées chroniques plus vomissements chroniques, donc 100% c'est l'intestin, douleur abdominale récurrente, fièvre, alternance avec une constipation. Les antécédents personnels aussi de l'enfant sont très important, notamment la notion de chirurgie néonatale sur le tube digestif, la notion de déficit immunitaire ou bien infection à répétition qui vont nous orienter vers un déficit immunitaire, les antécédents familiaux de diarrhée chronique dans la fratrie, l'atopie familiale, ça oriente vers une allergie alimentaire, la notion de décès dans un tableau similaire dans la fratrie, et c'est le cas surtout des diarrhées congénitales qui sont, quelques diarrhées congénitales qui sont rares. On note aussi s'il y a des traitements prescrits ou reçus par le patient, on doit les rapporter, notamment la durée de ces traitements, le type de traitement, la durée et l'évolution sous traitement. Et surtout, on note si cet enfant a reçu une antibiothérapie prolongée ou pas. On passe maintenant à l'examen clinique dans notre enquête étiologique. Après un bon interrogatoire, on examine l'enfant et on cherche les signes cliniques de malabsorption, citant donc en plus à la cassure de sa courbe saturopondérale, la pâleur cutanéo-muqueuse, la myotrophie, la diminution des panicules adipeux, un syndrome œdémateux, un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux. Tous ces signes nous orientent vers un syndrome carentiel nutritionnel, donc un état de malabsorption intestinale sous-jacent.
On passe à l'examen des selles qui représente une étape très importante parce que cet examen est très utile et a une grande valeur d'orientation étiologique. Chaque mécanisme physiopathologique a ses conséquences sur les modifications des selles. Les selles peuvent être molles, pâteuses, graisseuses, glaireuses ou glirosanglantes, la coloration jaunâtre ou bien des selles décolorées blanchâtres ou verdâtres, l'odeur des selles fétide et grelette surtout dans les syndromes de maldigestion, le pH des selles, donc un pH acide se voit surtout dans les syndromes de fermentation et pour le nourrisson allaité par un lait maternel, le pH des selles aussi acide, le clinitest à la recherche du sucre réducteur dans les selles et les positifs c'est supérieur à 7,5 et il faut poursuivre votre examen clinique et chercher d'autres signes qui peuvent avoir une valeur d'orientation, notamment des signes respiratoires, une toux avec des crépitants, des ronflements à l'auscultation, en plus à la notion des pneumopathies à répétition, bien une image de pneumopathie à la radio, ça nous oriente beaucoup plus vers une mucoviscidose ou un déficit immunitaire, des signes ORL associés, par exemple une laryngite associée à une diarrhée chronique, ça évoque beaucoup, ça peut orienter aussi vers, surtout chez nourrissons, vers une allergie aux protéines de vache, etc. Donc, tout signe trouvé à l'examen clinique a sa valeur dans l'orientation étiologique ultérieure. Après synthèse des résultats de notre interrogatoire, de notre examen clinique, on pourra demander des explorations paracliniques. Mais attention, en cas de diarrhée chronique, sans aucun retentissement sur la croissance, sans aucun retentissement sur l'état général de l'enfant, pas d'exploration. Il s'agit d'une diarrhée de mécanisme fonctionnel. On explore uniquement donc les diarrhées avec retentissement sur l'état général et retentissement sur l'état nutritionnel. Dans cette situation-là, on va demander des explorations. Il y a deux types de bilans. Il y a un bilan qui a une valeur d'orientation. Il y a des bilans qui ont une valeur de certitude diagnostique. Pour les bilans d'orientation, la coproculture et la parasitologie des selles doivent être systématiques et répétées sur 3 jours. Il faut éliminer une infection sous-jacente, donc une entérocolite parasitaire ou bien bactérienne sous-jacente. Demander l'étude chimique des selles, notamment donc pour doser, donc vérifier la sciatorie. La sciatorie, si elle dépasse 3,5 grammes par jour chez le nourrisson, donc elle est élevée. Et si elle dépasse 4 grammes par jour chez l'enfant, elle est élevée. Et surtout, on cherche une sciatorie massive qu'on voit dans les syndromes de maldigestion qui dépasse parfois 20 grammes par jour. La teneur en azote ou ce qu'on appelle la créatorie, si l'azote fécal dépasse 0,5 grammes, les créatories sont élevées dans les syndromes de maldigestion, sont très élevées dans les syndromes de maldigestion, modérément élevées dans les syndromes de malabsorption. La teneur en acide lactique, mais cependant, ces examens tendent à être délaissés actuellement au profit de deux dosages suivants qui sont maintenant disponibles au niveau des laboratoires. Dosage de l'élastase fécale qui est effondrée dans l'insuffisance pancréatique exocrine, donc elle a une très bonne valeur de diagnostic de l'insuffisance pancréatique exocrine. Et le dosage de l'alpha-antitrypsine dans les selles qu'on trouve élevé dans l'entéropathie exudative. Devant toute diarrhée chronique avec retentissement, en plus aux examens suscités, on demande systématiquement un bilan biologique de malabsorption à la recherche de signes cliniques de cette malabsorption, citant l'hypoprotédémie avec hypoalbuminémie, diminution du taux de lipides, des triglycérides et du cholestérol, l'hypocalcémie, l'hypophosphatémie, l'anémie qui est souvent hypochrome microcytaire, voire rarement macrocytaire en rapport avec un déficit en B9, B12, le TP bas corrigé par la vitamine K, donc en rapport avec une hypovitaminose K, l'hypocalémie, etc. Et chercher en cas de perturbation du bilan phosphocalcique sanguin, hypovitaminose D3, donc complété par un bilan radiologique, la radio du poignet gauche, généralement l'âge osseux, et il est un peu en retard chez l'enfant porteur d'une diarrhée chronique prolongée. Vous trouvez aussi les signes d'ostéopénie, voire les signes radiologiques de rachitisme. Demandez la radio tibia gauche pour mesurer l'indice corticodiaphysaire qui est inférieur à 0,5 en cas d'ostéopénie.
Généralement, à cette étape, le diagnostic suspecté sera plus évident et on avance par la pratique des investigations plus spécialisées. En présence d'un syndrome de malabsorption clinico-biologique, on complétera par la sérologie de la maladie cœliaque en demandant les anticorps antitransglutaminase type IgA, IgA totaux. On complète systématiquement par une fibroscopie digestive haute avec biopsie jejunale qui va nous permettre d'étudier la morphologie de la muqueuse intestinale, qui permet l'étude enzymatique et parasitaire, recherche des parasites, parce que la parasitose intestinale aussi peut entraîner un état de malabsorption, et permet aussi l'étude histologique et elle stadifie le degré de l'atrophie villositaire partielle, totale ou subtotale. Et elle cherche aussi des lésions spécifiques parfois parce qu'il y a des maladies qui peuvent donner des lésions qui sont rares, mais qui peuvent donner des lésions spécifiques au niveau intestinal. Le test de la sueur en cas de suspicion de mucoviscidose en présence d'une diarrhée typiquement de maldigestion qui a ses particularités qu'on va voir après dans le chapitre étiologie et en présence d'un test d'un dosage de l'élastase fécale qui est effondré. Le test respiratoire à l'hydrogène, le test respiratoire au lactose qu'on indique pour confirmer le syndrome de fermentation, la fibroscopie digestive basse avec biopsie en présence d'une diarrhée chronique de type colique avec de la glaire, du sang, la fièvre, l'alternance avec une constipation, etc. Et on complète par, surtout maintenant, l'entéro-IRM. Au lieu de faire le transit du grain avec la bombarité, on préfère actuellement l'entéro-IRM. Après avoir terminé notre enquête étiologique, on passe maintenant aux résultats de cette enquête. Je commence par le nouveau-né, vu les particularités de l'âge. Les diarrhées à début néonatal sont toujours graves, vu l'évolution rapide vers un état de malnutrition, compliqué d'une déshydratation qui est parfois récurrente. Selon l'origine, nous avons deux entités, soit une diarrhée acquise ou bien une diarrhée congénitale. Les diarrhées acquises sont de loin les plus fréquentes, dominées par l'allergie aux protéines de l'élevage. Donc, elle représente la première cause de diarrhée chronique chez le nouveau-né. On trouve souvent une atopie familiale. Il y a toujours une corrélation entre l'introduction du lait adapté ou bien lait artificiel et la diarrhée chronique avec la présence d'un intervalle libre. La disparition des symptômes sous régime d'exclusion des protéines bovines représente la certitude diagnostique. Pour les diarrhées congénitales, elles sont très rares, s'installent dans les premiers jours de vie, sans intervalle libre généralement. Ces diarrhées, on les évoque si lorsque la diarrhée régresse sous mise à jeun du nouveau-né. Lorsqu'on met le nouveau-né à jeun, ça régresse. Et donc, ça évoque une diarrhée d'origine congénitale qui est souvent en rapport avec déficits enzymatiques congénitaux spécifiques. Selon le nutriment concerné, on distingue les intolérances congénitales au sucre, citant l'intolérance au saccharose, à l'isomaltose, au lactose, les déficits de l'absorption du glucose et du galactose qui se caractérisent par une diarrhée de fermentation avec un pH des sels acides et clinitest très positif. Donc, devant toute diarrhée de fermentation chez le nouveau-né, pensez à une intolérance héréditaire au sucre. On peut évoquer aussi une anomalie concernant l'absorption des protéines, notamment le déficit en entérokinase et les troubles de transfert des acides aminés. Dans ces cas-là, on trouve une diarrhée de maldigestion. On évoque devant une diarrhée aqueuse rebelle qui est très liquidienne, un déficit congénital de l'absorption du chlore ou du sodium. Ce sont les diarrhées chlorées et sodées congénitales qui sont très graves et qui donnent des déshydratations récurrentes. Et dans ce cas-là, on confirme par la pratique de l'ionogramme au niveau des selles et au niveau des urines, en plus à l'ionogramme sanguin. En présence d'une diarrhée par maldigestion chez le nouveau-né, pensez à la malabsorption congénitale des selles biliaires qui s'exprime par une diarrhée très graisseuse. Et on pense aussi en présence d'une diarrhée chronique avec tableau de malabsorption sévère à l'atrophie microvillositaire congénitale qu'on confirme par la fibroscopie plus biopsie. Si on est devant un nourrisson et un grand enfant, on se trouve devant deux entités différentes. Soit c'est une diarrhée chronique sans retentissement sur l'état général, ni retentissement sur la croissance, et donc c'est le groupe des colopathies fonctionnelles de l'enfant qui se caractérise par sa fréquence. C'est un motif fréquent de consultation. L'âge de début après 6 mois, jamais avant 6 mois, et surtout durant la deuxième année de vie, ça touche beaucoup plus les garçons que les filles, et se caractérise
caractérise par des selles molles ou liquidiennes contenant surtout des débris d'aliments non digérés, surtout survenant après le repas. Donc, c'est une diarrhée motrice et ce qui ne nécessite aucune exploration parce que l'enfant il est très actif et il a une excellente croissance. Seulement, il faut mettre ces enfants sous régime diététique en évitant l'excès des aliments riches en protéines, les aliments fermentescibles et l'excès des crudités. Deuxième entité qui est plus importante vu ces risques de retentissement importants, donc ce sont les diarrhées chroniques pathologiques, c'est-à-dire qui associent un retentissement soit sur l'état général ou bien sur la croissance de l'enfant. Et dans cette situation-là, on se trouve devant les 4 syndromes suscités selon le mécanisme physiopathologique, soit c'est une diarrhée par malabsorption dont les étiologies sont multiples, soit c'est une diarrhée par maldigestion, dont les étiologies aussi sont multiples, soit c'est une diarrhée de fermentation ou bien c'est une diarrhée liée à des colites inflammatoires. On résume dans ce tableau les caractéristiques de chaque syndrome en cause de la diarrhée chronique de l'enfant. Vous voyez, chaque syndrome a ses particularités. Pour le syndrome de malabsorption, les selles sont abondantes, molles ou liquidiennes en bouse de vache. La sciatorie et la créatorie sont modérées. À l'examen clinique, vous trouvez un syndrome de malabsorption clinique. Et les explorations paracliniques, ce sont surtout le syndrome de malabsorption, sérologie cœliaque et la biopsie duodéno-jejunale qui confirme l'aspect lésionnel en cause. Pour le syndrome de maldigestion, les selles sont pâteuses, graisseuses, très fétides, pâles et la sciatorie, elle est massive, elle peut dépasser 20 grammes par jour. L'appétit conservé et les explorations paracliniques indiquées sont le dosage de la stase fécale qui est effondré, ça évoque une insuffisance pancréatique externe et le test de la sueur en cas de forte suspicion de mucoviscidose qui est de loin la première cause de maldigestion chez l'enfant. Pour le syndrome de fermentation, les selles sont liquides, mousseuses, bruyantes à l'émission, pleines de gaz, irritant le siège, très acide avec clinité supérieur à 7,5. Cliniquement, la particularité clinique est le ballonnement abdominal important, le météorisme, les douleurs abdominales, mais généralement pas de retentissement sur l'état nutritionnel. Les explorations qui posent le diagnostic de certitude sont le test respiratoire à l'hydrogène, le test respiratoire au lactose et surtout la régression sous régime sans sucre. Pour les diarrhées coliques, l'aspect des selles, ce sont des selles hétérogènes, pleines de glaires, parfois glirosanglantes et cliniquement c'est de la fièvre récurrente, les douleurs abdominales, parfois les arthralgies comme signe extra-digestif, l'anorexie aussi elle est constante et comme bilan de certitude on a le bilan inflammatoire qui va nous orienter, généralement il est positif durant la poussée du maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais surtout le transit du grêle, le lavement baryté et surtout la fibroscopie digestive haute et basse avec biopsie. Pour les diarrhées par malabsorption, on les classe selon le type de lésion histologique objectivée à la biopsie. Je commence par les atrophies villositaires totales et subtotales. La cause majeure de ce type de lésion est la maladie cœliaque, notamment chez le nourrisson après l'âge de 6 mois et chez le petit enfant. On la confirme par la sérologie cœliaque. En plus, et le traitement est basé sur un régime sans gluten à vie. Le déficit immunitaire, surtout le déficit en IgA, qui s'exprime par des infections à répétition, une diarrhée chronique avec à la biopsie, une atrophie villositaire totale associée à un infiltrant inflammatoire non spécifique. Rarement, la malnutrition protéino-énergétique sévère ou la carence martiale sévère peuvent être en cause et l'acrodermatite entéropathique. Pour l'atrophie villositaire partielle, avant l'âge de 6 mois chez le nourrisson, la première cause est représentée par l'allergie aux protéines de lait de vache et le syndrome secondairement le syndrome post-entéritique, voire l'hyparasitose intestinale qui représente aussi une cause non négligeable d'atrophie villositaire partielle et pour cette raison, devant toute diarrhée chronique avec syndrome de malabsorption, la pratique de la parasitologie des selles est systématique et surtout dans ce cas-là, la lombliase. Pour les lésions spécifiques, lorsqu'on trouve des lésions spécifiques à la biopsie, que selon les types de lésions, on s'oriente vers ces pathologies très rares, c'est en cas d'infiltration graisseuse, les habitats, les hypo-bêta-lipoprotéinémie, en cas de lymphangiectasie intestinale, l'entéropathie exsudative et parfois la maladie du chêne lourde alpha. Je passe au syndrome de maldigestion.
La première cause de maldigestion chez l'enfant est l'insuffisance pancréatique exocrine, qu'on confirme par le dosage de l'élastase fécale qui est effondrée. Et la cause majeure de cette insuffisance pancréatique externe est représentée par la mucoviscidase, qu'on confirme par l'association surtout des pneumopathies à répétition avec cette diarrhée chronique par maldigestion et qu'on confirme par le test de la sueur positif. En cas de test de la sueur négatif, on pense à d'autres étiologies de cette insuffisance pancréatique externe, notamment la lipomatose pancréatique, qu'on confirme par l'imagerie, voire syndrome de Schwarzman qui est très rare, qui associe en plus à cette diarrhée chronique par maldigestion une atteinte hématologique à type de neutropénie, plus ou moins thrombopénie anémie, associant une anomalie des os à type de dysplasie métaphysaire. Et en cas de test de la sueur négative, dosage de l'élastase fécale qui est normal, on évoque les déficits enzymatiques isolés, notamment le déficit en lipase, le déficit en entérokinase, voire déficit en sel biliaire. Pour le syndrome de fermentation, les diarrhées de fermentation sont en rapport avec une intolérance au sucre qui peut être congénitale ou acquise. Les causes congénitales sont déjà décrites chez le nouveau-né. En cas de déficit incomplet, on peut avoir un diagnostic un peu plus tardif. Pour les intolérances acquises, sont surtout en rapport avec les intolérances aux disaccharides qui font suite à un syndrome entéritique prolongé. Pour les diarrhées d'origine colique, l'étiologie majeure est dominée par la maladie de Crohn chez le grand enfant qui s'exprime par des diarrhées glaireuses, voire glairosanglantes, amaigrissement important, une fièvre, des arthralgies, parfois alternance avec une constipation. Et dans ce cas-là, la confirmation se fait par la biopsie intestinale des lésions, même la biopsie des autres étagés au niveau de différentes lésions. Le principal diagnostic différentiel de cette maladie de Crohn est la tuberculose intestinale et voire parasitose intestinale. Et pour cette raison, on doit éliminer une tuberculose intestinale et on doit aussi éliminer une parasitose, surtout l'amibiase, qui nécessitent des traitements spécifiques. La prise en charge de la diarrhée chronique comporte deux volets. Le traitement des complications, on doit d'abord stabiliser l'enfant ou bien le nourrissant par une éventuelle réhydratation en cas de déshydratation avec correction des troubles électrolytiques, une réalimentation progressive en cas de malnutrition protéino-énergétique, une supplémentation en vitamines, en oligo-éléments en cas de carence multiple et sans oublier le traitement antibiotique en cas d'infection sous-jacente. Deuxième volet thérapeutique représenté par le traitement étiologique ou bien le traitement spécifique qui est dépendant de l'étiologie, chose qu'on ne va pas détailler vu la multiplicité des étiologies de la diarrhée chronique. Citons par exemple le régime d'exclusion des protéines bovines pour l'allergie aux protéines de lait de vache, le régime sans gluten pour la maladie cœliaque, l'enzymothérapie substitutive en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, une corticothérapie voire traitement immunosuppresseur en cas de maladie de Crohn selon le stade évolutif de la maladie, etc. Donc, le message global à retenir, c'est que devant toute diarrhée chronique, une démarche diagnostique rigoureuse s'impose afin d'éviter l'installation des troubles nutritionnels, surtout chez le nourrisson, et donc améliorer le pronostic par une prise en charge spécifique de la pathologie en cause. Donc, diarrhée chronique nécessite une exploration, une recherche étiologique, un diagnostic étiologique bien précisé, et donc une prise en charge spécialisée de l'étiologie de cette diarrhée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions.